Salut les entrepreneurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler immobilier, on va parler investissement immobilier. Vous les avez peut-être reconnus avec Jules et Lauriane. Lauriane, enchanté. Ça va Goulven? Ça va et toi? Ça va. Jules, enchanté. Salut. Merci de me rejoindre sur Paris pour l'interview, pour vous exposer un peu votre parcours en immobilier. Et voilà, si ce n'est pas encore fait, avant qu'on commence l'interview, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre, Trouver à acquérir la bonne affaire avant tout le monde, dans le lien qui se trouve au-dessus ou en bas. Et nous, on va commencer. Donc Jules et Lauriane, pour ceux qui vous découvrirez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors moi c'est Lauriane, j'ai 27 ans et je suis propriétaire de 3 appartements. 3 appartements. Et toi, Jules? Donc on est ensemble. On va le rappeler, vous êtes ensemble. Et pareil, 27 ans bientôt et propriétaire d'un appartement. Et anciennement agent immobilier, etc. D'accord, donc à vous deux, vous avez 4 appartements. C'est ça. 4 appartements. Donc moi, la question, c'est à 27 ans, qu'est-ce qui vous a amené à investir? Qu'est-ce qui vous a amené à mettre le pied à l'immobilier? Voilà, pourquoi l'immobilier? Pourquoi pas autre chose? Mais surtout, quel a été le déclic qui vous a fait dire aujourd'hui, tiens, faut qu'on investisse dans l'immobilier, faut qu'on passe à l'action? Ça a été quoi votre élément déclencheur ou votre réflexion? Moi, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéressait, auquel je m'intéressais vraiment depuis pas mal d'années. Ouais. Parce que en fait, c'est l'aspect revenu passif qui vraiment me séduit le plus. Ouais, bien sûr. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'étais vraiment encore étudiant. Et je sais maintenant que c'était possible, mais pour moi, à ce moment-là, c'était pas possible d'investir du tout, vu ma situation. Donc j'avais laissé ça dans un coin de ma tête un petit peu, je m'y intéressais toujours, mais j'attendais d'être en bonne situation pour le faire. Ta situation, c'était quoi à l'époque? Quand tu as commencé à t'y intéresser? Clairement, j'étais étudiant à l'université, je touchais 400 € par mois avec la bourse. Ouais. Donc difficile d'investir en immobilier. Ouais, donc même, pour moi, c'était pas imaginable du tout, quoi. Donc je me disais, plus tard, je le fais. Et le déclic vraiment qui nous a motivés, c'était une soirée, c'était la Business Connection. Ouais, à Tour Montparnasse, tout à fait. Côté d'ici. Avec Gilles, avec Kim et Sofiane. C'est ça. Et en fait, c'était, si je me trompe, c'était le premier vraiment networking ou événement auquel on participait. Enfin, j'avais déjà fait un séminaire, mais c'était vraiment le premier networking auquel on participait. Et en fait, le fait de parler avec des gens qui ont tous plus ou moins acheté des trucs, etc., on s'est dit, bon, mais comment ça, on n'a rien. Donc voilà, ça nous a motivés. Et surtout, Lauriane, elle m'écoutait toujours un petit peu parler de ça, etc., mais elle n'était pas forcément si motivée que ça. Et là, ça l'a vraiment motivée. Et après, du coup, vu qu'on était tous les deux motivés, forcément, ça... Le fait de vous retrouver confinés dans un endroit où tout le monde investit, vous êtes retrouvés un peu pour des cons, quoi. Ouais, t'as pas envie d'être le dernier de la classe, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Si eux y arrivent, pourquoi moi je le fais pas, quoi. Et c'est là, donc ça vous a permis de vous ouvrir l'esprit, de voir ce qu'il était capable de faire. Donc voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est voilà, on en revient au phénomène de l'épigénétique. Si on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, donc peu importe vos ambitions, peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit de l'entrepreneuriat, le sport, enfin peu importe ce que vous voulez entreprendre, entourez-vous des bonnes personnes qui font ce que vous voulez faire. Et voilà, et c'est eux qui vous conseilleront, c'est eux qui vous guideront, c'est eux qui vous montreront le chemin à suivre, les erreurs à éviter. Et voilà, et c'est ce qu'ont compris Lauriane et Jules. Et justement, si je peux citer Sébastien Hanouna. Ouais, bien sûr. Ouais. Je l'ai rencontré à cette soirée-là. Ouais, c'est un ami, donc aucun problème. C'est devenu aussi un très bon ami. Et comme on habite à côté, etc., on se parlait souvent et on se voyait souvent. Ouais. Et donc, pendant cette année, en fait, 2017, lui, il a acheté 7 appartements. Et quand tu parles régulièrement avec quelqu'un comme ça qui dit là j'en ai acheté un nouveau, puis là encore un nouveau, en fait tu peux pas rien faire, quoi. Tu peux pas, sinon t'as limite honte, quoi. Tu te dis moi aussi il faut que la prochaine fois qu'on soit au téléphone j'ai un truc à raconter. Donc en fait c'est vrai que ça peut paraître tout bête cette phrase de on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, etc. Mais c'est vrai que ça fonctionne vraiment, quoi, parce que t'as pas envie d'être le con de l'histoire, le mec qui fait rien, qui comme tu me disais, envie de pouvoir raconter des trucs aussi, quoi. Faut pas que je lui raconte mon dernier tatouage ou ma dernière soirée que j'ai faite. Non, faut vraiment que j'ai du concret à lui dire, quoi. Voilà, t'as pas envie de voir les autres progresser et toi de rester au même niveau. Mais toi, Lauriane, ça n'a pas été trop dur justement de te lancer dans l'immobilier? C'est vrai qu'en couple, c'est pas toujours évident. Faut qu'il y ait un bon équilibre entre les deux personnes, parce que s'il y en a un qui voit trop grand, mais l'autre qui a un peu peur, ça peut freiner les ambitions de l'autre.
Donc justement, comment vous êtes entendus, comment vous avez réussi à vous équilibrer pour justement avancer tous les deux au même rythme, dans la même direction. Parce que le problème des couples, c'est souvent ça, quoi. Le truc, c'est que c'est pas du tout comme ça. Ah ouais. Moi, j'ai envie d'aller méga vite, alors que Jules, il veut toujours aller lentement. Je lui dis, mais Jules, c'est Jules qui t'a amené à l'immobilier. C'est Jules qui m'a amené à l'immobilier, mais là, j'ai envie d'aller plus vite que lui. Ouais, elle a un peu tête brûlée, vas-y on fonce et on verra bien. Et moi, je lui dis, mais tranquille, on peut attendre un mois ou deux, on met un petit peu de trésorerie de côté, après on repart. Non, vas-y, on n'a pas le temps. Et du coup, je pense qu'on finit par, à force de discuter, etc., trouver un espèce d'équilibre où on fait un compromis. On perd pas trop de temps à sécuriser, mais on fonce pas non plus tête dans le guidon parce que on a fait 2 achats en même temps, par exemple. Et bon, voilà, c'était la première fois qu'on achetait 2 trucs en même temps. S'il y en avait eu un 3e, un 4e, c'est vrai que ça aurait été difficile. Donc moi je trouve que c'est bien de faire une petite vague, tu la finis bien, tu peaufines bien, tu mets tout en location, tu attends que ça tourne, et après tu repars sur un autre truc. Parce que si tu fais trop de trucs en même temps. Et c'est bien que dans un couple, il y en a un qui soit là pour ralentir l'autre aussi. Parce que deux têtes brûlées dans un couple, t'as vite fait dans le mur. Tu peux atteindre rapidement l'excellence comme tu peux atteindre rapidement le mur. Faillite. Quoi. La faillite. Ouais. Et du coup, pour en revenir, parce que ce qui nous intéresse, c'est un peu votre patrimoine immobilier, comment vous avez commencé. Donc votre premier achat, du coup, il s'est fait comment? Vous aviez quelle situation financière tous les deux? Vous l'avez fait à deux? Comment s'est passé votre premier bien? Et qu'est-ce que vous avez acheté justement pour votre premier investissement? Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, le premier investissement, c'est vraiment l'investissement de confiance. C'est l'investissement qui doit vous donner confiance pour en acheter justement un 2e et un 3e. Quel a été votre premier investissement de confiance, vous, sachant que vous commenciez un peu dans l'immobilier? En fait, à la suite de la Business Connection en 2016, on s'est dit, allez, on va passer rapidement à... Donc Business Connection 2016, c'était en octobre. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous avez implémenté, vous êtes passé à l'action quand? En décembre. Donc 2 mois après. Ouais, en décembre, Jules je crois que c'était début janvier, je crois. Ouais, peut-être début janvier. Peut-être le 5 janvier. 3 mois après, vous avez déjà implémenté. Voilà, Jules, il a visité 25 appartements en un week-end. 25 appartements. Ah, vous aviez faim. Non, pas en un week-end, c'est pas vrai. Genre, j'ai fait un premier séjour de 3 jours, après j'en ai revisité 7 de plus. Mais je crois en 3 jours, j'en avais visité 17, après j'en ai revisité encore 8. Enfin, j'en ai visité plein, quoi. Je sais pas. Au bout d'un moment, t'arrêtes de compter. Donc voilà l'état d'esprit, qu'il faut avoir. Ils ont été à une soirée networking sur l'immobilier entre entrepreneurs, entre investisseurs. Et 3 mois après, ils implémentent, ils passent à l'action. Voilà, c'est vraiment ça le plus important, c'est le passage à l'action. Parce qu'il y a une belle citation qui dit la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Et voilà, ça résume vraiment ce qu'ils ont fait, c'est vraiment implémenter, passer à l'action. Voilà, retenez bien ça, la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Donc tout ce que vous apprenez, implémentez-le rapidement et c'est ce qu'ont parfaitement fait Lauriane et Jules en passant à l'action 3 mois après. Donc 3 mois après, vous passez à l'action et qu'est-ce que vous visitez? Donc après, vous en visitez 25 et du coup, c'est lesquels que vous sélectionnez? C'était quoi vos critères? Alors, en fait, dans les 3 mois, c'est parce qu'on a aussi pris un petit peu de temps de réflexion pour vraiment définir qu'est-ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc en fait, moi j'étais au chômage, donc pas en situation d'acheter. Donc c'est Lauriane qui a fait l'achat en nom propre tout seul. D'accord. Mais c'est moi qui ai aussi participé à la recherche, à la négociation, etc. Donc c'est vraiment un truc qu'on a fait ensemble. Ton statut de chômeur vous a pas freiné justement de vous dire, comme je pourrais l'entendre, de plein de bouches, bon, on est au chômage, c'est pas le moment d'investir, c'est compliqué. Ah mais le meilleur moment c'est... Il n'y a pas vraiment de meilleur moment. Tout à fait, mais je suis d'accord, mais c'est vrai que voilà, toi tu étais au chômage, Lauriane travaillait, voilà, vous vous êtes dit il y a un salaire ça suffit, on peut entreprendre, on peut faire quelque chose. On va commencer avec un salaire, et avec un salaire si ça passe, ce sera d'autant plus facile par la suite quand Jules t'auras ton travail. Donc vous vous êtes lancé comme ça, par cette réflexion-là. C'est ça. On s'est dit on va faire une vague de 4 appartements. 4 d'un coup. 4 d'un coup, et puis donc du coup on a fait, je crois qu'on avait fait 5 offres. Ouais, donc en fait, attends, pour finir, ce qu'on visait, c'était, donc on a regardé en fonction du budget qui était possible d'avoir avec juste le salaire de Lauriane. Ouais. Donc Lauriane, elle voulait pas un truc trop chronophage, etc. Donc on est parti sur les colocations. Ouais. Parce que c'est un bon compromis entre temps de gestion et rentabilité. Ouais. Et concernant le secteur géographique, on a regardé par rapport au prix du marché pour rester dans notre budget. Parce qu'une colocation, ça veut dire forcément un appartement d'au moins 3 voire 4 chambres. Ouais. Donc pour rester dans le budget, on a visé la ville du Mans et d'Angers. Voilà. Parce que comme les deux sont pas trop loin,
et que nous c'est assez direct vu là où on habite pour y aller. On a visé ces villes-là alors qu'on les connaissait pas particulièrement. Et donc du coup voilà, on est parti sur cette idée-là. Et Lauriane elle avait en tête le chiffre de 4 colocations, on voulait faire 4 achats d'un coup. C'est pour ça que quand je te dis qu'elle est un peu tête brûlée. T'avais faim toi? J'étais en mode mais tranquille, on peut commencer par une ou deux, pourquoi 4? Non c'est 4. Ok. Donc après moi j'ai commencé à faire toutes les annonces, etc. J'ai pris les rendez-vous, j'ai tout organisé, j'ai tout calé. Et je suis parti en expédition, j'ai fait donc 3 jours, 17 visites. Ouais. Et après du coup débrief avec Lauriane, avec toutes les photos, toutes les notes, etc. On a dû faire, je pense ce jour-là, 5 offres. C'est ça. Et je crois qu'il y en a 3 qui ont été acceptées, où on a eu un accord, etc. Ouais. On a réussi à négocier un prix qui nous convenait. Et donc du coup 3, c'était pas assez, donc je suis reparti encore refaire une salle de visite. T'as renvoyé au charbon. Voilà, donc j'ai refait 8 visites. Je crois, si je me trompe pas. Donc on avait retrouvé un 4e. Après le 4e, il y a eu un désistement. Donc je suis reparti encore faire des visites. C'est pour ça que je sais même plus combien j'ai fait de visites au total. Je crois que j'en ai peut-être fait plus que 25. Elle est dure Lauriane avec toi quand même. Ah 4 c'est 4. 4 c'est 4. Donc voilà, au final on a fini par avoir les 4 compromis, etc. Et ensuite c'est l'histoire du financement. Ouais, le financement en fait... Alors comment ça s'est passé avec 4 compromis? Alors, 4 compromis, c'est compliqué à faire financer, surtout que j'ai un statut de contractuel. Donc du coup... Donc contractuel voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc c'est un fonctionnaire qui n'est pas titulaire encore. Voilà. Grosso modo, c'est un CDD, voilà. C'est un peu ça. Donc du coup, moi j'ai réussi à avoir un financement parce que je suis passée par un courtier en crédit qui a réussi à m'avoir un financement auprès du Crédit Mutuel. Au Mans. Ouais, en local. Et donc du coup j'ai eu un... On le rappelle, vous habitez à Paris. C'est ça. Et vous avez cherché un financement au Mans, ou là où vous vouliez investir. Exactement. D'accord. Et donc du coup on a eu un accord, tout s'est très bien passé. Et en fait, manque de bol, Jules a eu un accident de scooter. Ah. Donc du coup, jambe cassée, alité. Donc on a un petit peu... on s'est donc dit, gros imprévu. Voilà, c'était pas prévu. Et donc du coup on s'est dit, on va annuler les ventes qu'on avait fait, enfin les compromis qu'on avait fait, les 3 autres qui restaient, et on va se focaliser un petit peu sur sur le compromis qu'on avait déjà signé, auquel on avait eu un crédit. Donc vous en gardez quand même un sur les 4. Voilà. D'accord. Et donc du coup, allez au moins ça. On peut pas retomber à zéro non plus. Et donc du coup j'ai dû j'ai dû m'occuper de Jules, en même temps j'ai dû m'occuper de mon bien, parce qu'en fait on était passé par un courtier en travaux et concrètement il était nul. Donc du coup, alors, je pense qu'on peut même le déconseiller publiquement. On va quand même pas faire ça. mais il était nul, et comme moi je travaille dans le bâtiment, j'ai fait le suivi de chantier. J'ai fait ce que je fais dans mon boulot, donc du coup je suis descendue tous les week-ends. Donc tu as fait le suivi de chantier, tu t'occupais de Jules. Je m'occupais de Jules en même temps suivi de chantier, donc du coup j'avais pas de vie en fait. Et je faisais que ça, j'ai fait ça pendant un bon moment. Ah, c'est souvent ça le début dans l'immobilier, hein. Beaucoup de sacrifices pour mettre les fondations en place, pour monter son business. Et un chantier qui devait durer 1 mois a duré 3-4 mois. Donc pour nous rappeler ce chantier, donc vous avez acheté, c'était un F4, c'est ça? C'est ça. Ouais. F4, que vous avez fait une division de lot, et ce F4, vous avez réussi à garder un F4 avec une superficie un peu réduite. Voilà. Et l'autre partie que vous avez divisée, ça est transformé en studio. Voilà, c'est la cuisine la cuisine du F4 initial s'est transformée en studio. Et vous avez fait une cuisine dans le salon de l'autre F4. Et du coup, ça fait un studio, un F4. L'F4 que vous avez exploité en colocation avec 3 locataires. Et le studio en saisonnier, c'est ça? C'est exactement ça. Donc là, c'est vrai que c'est un gros chantier. De diviser un appartement, c'est pas toujours facile. Et puis on n'avait pas non plus... il était bien, mais il n'était pas non plus très performant, l'ouvrier qu'on avait. Donc du coup, je devais souvent le rappeler. Bon, est-ce que tu as fait ça? Au final, je passais toutes mes journées au téléphone en lui demandant est-ce que tu as fait ça aujourd'hui? Est-ce que tu as fini? Et donc du coup, je faisais le suivi de chantier à la place du courtier. En fait. D'accord, ouais. Et donc du coup, au final, on a été prêts pour septembre. Pour la rentrée, c'est ce qu'on voulait. On voulait que la colocation soit prête pour septembre en fait. C'était la priorité de toute façon.
on s'est dit, bon, quitte à payer un crédit, parce qu'on a quand même réussi à avoir un différé de crédit jusqu'en septembre. Donc, du coup, on s'est dit qu'il faut... Combien de temps le différé de crédit 4 mois. 4 mois, ouais. Vous n'avez pas réussi à avoir plus, non? Vous n'avez pas demandé plus? En fait, dans cette banque-là, parce que j'étais même présent aussi pour les négociations avec la banque et tout, ils font des différés de 3 mois maximum. Ouais. D'accord. Et sauf que l'achat, c'était début mai. Donc mai, juin, juillet, août, ouais c'est ça. Donc en gros, la première mensualité avec 3 mois, elle serait tombée en août. Alors que nous, on savait très bien que c'était une colocation, donc c'était pour la rentrée, quoi. Ah ouais. Donc j'ai demandé, mettez-nous un 4e mois, puisqu'il faut qu'on fasse la première mensualité en septembre, quand on a reçu les premiers loyers. Donc on a réussi à pousser à 4 mois. Mais dans cette banque-là, Et pour un devis de travaux de combien? 17 000. Non, c'est pas beaucoup. Hein. 20 000. Ouais. Bon, faut savoir que les différés, c'est très intéressant pour se constituer déjà une épargne. Et les différés bancaires, ça va jusqu'à 3 ans maximum. Voilà, après, faut-il trouver encore une fois l'organisme qui vous accompagnera, qui vous fera un différé de 3 ans. Et il faudra aussi que vous le justifiez par rapport aux travaux, quoi. Si c'est sûr que si c'est juste 5 ou 10 000 euros de travaux, ce sera difficile d'aller chercher 3 ans. Mais il faut savoir que ça existe, et surtout ça vous permet de vous constituer une épargne solide avant de commencer, donc très intéressant. Et donc du coup, à la suite de ça, on a continué à suivre les travaux cette fois-ci du studio. Ouais. Ça a duré un petit peu plus longtemps, ça a duré peut-être un mois après, un bon mois après la... Ouais, le studio il était fini après la coloc. Après la coloc. Ouais. Donc du coup là, tout était fini. On s'est dit à qui on va déléguer la gestion de la colocation, de la location. Et en fait on a une idée, on s'est dit pourquoi pas demander justement aux colocataires de faire la gestion, l'entrée-sortie, ménage de la... Ouais, je sais pas si ça a été dit, mais le studio c'est en location saisonnière. Saisonnière, ouais, je l'avais précisé. Ouais. Et en fait, c'est ceux de la colocation qui fait le check-in, check-out du saisonnier. C'est ça, ménage et tout. Et en fait, nous on fait une déduction sur le loyer. Le loyer. Ah, bah, c'est un super compromis. Voilà, donc c'est un petit truc gagnant-gagnant, comme ça eux ils sont contents et puis nous aussi. Vous êtes fort pour trouver des solutions. Mais on essaie, en même temps on est à 2 heures du Mans, il faut bien qu'on trouve. On va pas faire 2 heures à chaque fois pour venir faire une entrée. Il n'y a pas d'excuse avec des solutions. Voilà, quoi. C'est ça. Et puis c'est bon pour le Mans. Et en décembre 2017, le 31 décembre 2017, on a signé tous les deux appartements. Un appartement chacun. À 10h au même moment sur des HLM. Donc là ta chambre était réparée, tu avais trouvé un travail, ou comment ça s'est fait? Ouais c'est ça, en fait c'était, donc là c'est pareil, c'est encore une petite particularité, en fait c'est achat dans des HLM. D'accord. D'ailleurs c'est une histoire assez intéressante. Très bien. Parce que moi j'avais mes alertes normales sur ce loger, etc. Et donc un matin je me lève, je regarde l'alerte, il devait être 9h. Et je vois que l'annonce a été publiée à 8h. Mon appartement, donc un studio à Châtillon, une vingtaine de mètres carrés, avec une terrasse d'au moins 8-9 mètres carrés, donc une belle terrasse, et un box en sous-sol. Ah ouais. À 90 000 euros à peu près. Sachant que je connais bien les prix du marché sur cette ville-là, et normalement ça devrait plus valoir 130, 120, 130. Je me suis dit, c'est incroyable. Donc j'ai vu l'annonce, elle est parue il y a 1 heure, etc. J'appelle direct. J'appelle la messagerie de l'agent immobilière saturée. Je me suis dit merde, ça veut dire que tout le monde a déjà appelé. Donc je me suis dit j'envoie un SMS, au moins ça pourra le voir. Et j'attends toute la journée, pas de réponse, etc. Elle me renvoie un SMS à 18h, donc je me dis putain, elle devait vraiment être surchargée d'appels parce que même pour répondre à un SMS, elle a mis toute une journée. Elle me dit si vous êtes intéressé, envoyez un mail à telle adresse, etc. Donc je lui envoie un mail. Et je me rappelle même dans le mail, j'ai dit je suis vraiment très intéressé, je serais même me montrer généreux si j'ai l'opportunité de l'acheter, etc. Parce que j'étais déterminé. Et en fait, elle me renvoie une réponse de mail et c'est là que je m'aperçois qu'en fait c'est une vente d'HLM et qu'il y a tout un tas de particularités. Procédures, papiers administratifs. Notamment en fait quand tu fais ton offre, tu dois ramener tout un dossier avec tes fiches de paye. Situation personnelle, professionnelle. En fait c'est un peu comme pour l'attribution de logements sociaux. Là quand ils vendent le logement, c'est eux qui choisissent à qui ils vendent. Quoi. D'accord. Tu négocies pas le prix c'est ça. Tu fais ton offre et en fait ils choisissent en fonction de la situation, tes revenus fiscaux, etc. S'ils te le vendent ou pas. Donc j'ai préparé tout le dossier, j'ai vraiment fait le dossier le plus carré possible. Et j'arrive le jour de la visite. Et en fait, je vois un autre mec qui arrive en même temps que moi, puis encore un autre. Donc je dis ok. Et elle vient nous ouvrir. Je vois dans le couloir, il y a 3 ou 4 personnes. Je vois un investisseur que je connais.
J'arrive dans l'appartement, il y a encore 3 ou 4 personnes et je dis ok. Donc je fais un peu la visite et tout, il n'y avait même pas de lumière. On s'éclaire avec les portables, tout ça. Et donc je ressors, je vais parler avec elle, je lui dis mais il y avait combien de personnes? Elle me dit bah là en 1 heure je fais visiter 25 personnes. Je dis ok bon. Donc ça va être tendu donc, quoi. Moi il m'intéresse, je vais vous déposer mon dossier. Et bon, je me suis dit 25 personnes c'est possible mais ça va être compliqué quoi. Il y a de la concurrence. Statistiquement c'est pas gagné. Je dépose mon dossier comme ça, je me dis bon on verra. Et elle me rappelle genre 2 jours plus tard, elle me dit bon ben monsieur Braden j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est vous qui avez l'appartement. Je dis ah bon, mais c'est bon, ils ont contresigné la proposition et tout ça? Non, c'est pas encore fait parce que ça passe par une commission, patati tata. Mais tout ce que, enfin d'après j'ai regardé un petit peu tous les dossiers et les connaissances, c'est vous qui vont choisir. Je dis mais pourquoi? Sur les 25 personnes, vous êtes le seul à vouloir l'acheter pour votre résidence principale. D'accord. Parce que moi je me suis dit c'est un truc de HLM, etc. Normal, il vaut mieux dire que c'est pour ta résidence principale, ça va plus leur plaire. Et je suis le seul à avoir fait ça en fait. Et tous les autres c'était des investisseurs. Donc t'as été plus malin, t'étais investisseur aussi, mais t'as été plus malin que les autres. En plus, ça peut très bien être ma résidence principale. Hein. Ah ouais. Moi je vois pas pourquoi je pourrais pas y habiter un jour. Donc voilà, ça a fait la différence. Et dans le même coup de fil, elle me dit par contre, j'ai aussi une seconde bonne nouvelle. Vous allez avoir une réduction sur le prix. Sans rien demander, comme ça. Super, déjà j'étais content, 90 000, je dis c'est pas cher. Je lui dis ok, combien? Bah attendez, je fais mes calculs, elle prend ses papiers, je sais pas quoi, elle fait sa calculette, donc j'ai le suspense. Elle me dit bah ça va vous faire 72 000. Ah oui, c'est ok. Et en fait c'est 18 000 euros en un coup de fil. Si t'es en dessous d'un certain plafond de ressources, ouais. T'as un abattement, enfin c'est les règles qu'ils ont fixées dans cet organisme de logement social. Pour les gens qui sont en dessous de tel plafond, ils leur font une réduction de 20%. D'accord. Donc j'ai 18 000 euros en moins. Donc c'est lourd. Donc c'est cool. C'est cool. Un appartement qui serait estimé aujourd'hui 130 000 euros, c'est ça? Ouais, surtout que maintenant du coup j'ai fait des travaux. Donc il y a un bon billet de 50 000 euros à prendre quoi. C'est ça. Avec la particularité que comme c'est un logement social, tu peux pas revendre dans les 5 ans. Ouais. Ou bien tu dois rendre cette décote dont tu as bénéficié à l'organisme HLM. Donc il faut juste attendre 5 ans pour pouvoir le vendre. C'est rapide 5 ans. C'est la particularité. Et après c'est l'unique particularité. Normalement il y a des plafonnements de loyer, mais ça c'est uniquement quand c'est le locataire du HLM qui achète son propre logement pour y habiter. Il peut pas le louer plus cher que ce que lui il payait. Ouais, bien sûr. Mais quand toi tu l'achètes un logement vacant et que t'es pas un ancien locataire HLM, tu peux louer au prix que tu veux. Tu as juste cette restriction sur le prix, enfin tu peux pas le revendre dans les 5 ans sans devoir rembourser la décote. Et aussi tu peux acheter qu'un seul HLM dans ta vie par personne. C'est ça les particularités. Donc du coup, Lauriane, toi t'as acheté bah oui, ton HLM à toi. Voilà. Donc Lauriane forcément elle s'est dit bah, moi aussi je veux faire ça. Donc du coup je fais pareil, moi j'ai cherché, j'étais carrément sur le site parce que Jules l'a trouvé sur ce loger, mais moi j'étais directement sur le site des HLM. Bon, les 3F, non c'est pas ça. C'est exactement 3F. Exactement 3F. D'accord. Et donc du coup en fait j'ai été sur ma petite carte de France, j'ai zoomé sur l'île de France et puis j'ai regardé tout ce qui se faisait dans mes prix, dans mon budget sur l'île de France et j'ai trouvé un appartement à Torcy, à côté de Disney. Et donc du coup, alors l'appartement normalement c'est un 32 mètres carrés, ça vaut environ 150 000. Ouais. Et une place de parking aussi. Avec une place de parking et je l'ai acheté à 79 000. Ah oui, d'accord, oui. Donc du coup, je me suis dit très bien. Donc en tant que propriétaire, non pas en tant qu'investisseur. Ouais, là j'ai fait comme Jules. RP, voilà, c'est chez moi. Je me suis dit, t'as cloné son dossier, voilà, t'as cloné son discours. On m'a dit oui, bonjour, on vous appelle parce que voilà, vous avez l'appartement. J'ai dit c'est parfait. Et ensuite après c'était le niveau, tout était bon, visite et tout était nickel. Donc du coup après je suis partie faire mes démarches pour la banque. J'étais dans une banque où j'ai toujours été en fait. Ils ont leur propre organisme de cautionnement. Donc du coup j'ai juste été voir l'organisme de cautionnement. Ils m'ont dit c'est bon, on vous accorde votre crédit. Sauf que moi j'avais des travaux à faire. Et donc du coup moi j'avais plutôt besoin d'un billet de 20 000 euros pour faire mes travaux. Et ils m'ont dit non c'est pas possible, donc on vous donne 5 000 euros. Donc du coup j'ai fait les travaux moi-même. D'accord. Donc, du coup, travaux plus aménagement. Après, il n'y a pas énormément de choses à faire aussi. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça devrait passer, travaux plus ameublement. Et puis, donc là, ça fait donc 4 appartements en tout, un studio, un F4 en coloc. Voilà. Et 2 appartements qui sont exploités comment du coup?
Là ils sont pas encore exploités, on est sur la fin des chantiers. Donc, fin des chantiers, d'accord. Celui de Lauriane, du coup, on a eu une enveloppe de 5 000 € pour travaux plus ameublement. Ouais. Donc on a vraiment tout fait nous-mêmes, là ça fait 2-3 semaines qu'on est dessus, on a presque fini. Et le mien, j'ai eu 17 000 € de travaux, donc j'ai fait faire par un entrepreneur. Avec qui ça se passe très bien pour le coup. Ouais. Donc là pareil, il est presque fini, il faut que je le meuble. Et donc là, dans les semaines qui arrivent, ça va se mettre en... Ils sont c'est ouf, hein. Pour mouche. Je sais pas si je reprends toute ma phrase ou on laisse. Il y a du monde de partout, enfin du partout, c'est pas... On est en train de se faire une interview, le mec me pose une question. Bon, je sais pas, reprend où on fait les travaux 5 000 €, 17 000 € de travaux, c'est ce que tu étais en train de dire. Combien ? 17 000 €, il a une enveloppe de 17 000 € pour faire les travaux dans... Donc voilà, en gros les 2 appartements là ils sont presque finis et on va les exploiter en location saisonnière tous les 2. D'accord. Et ça devrait faire des beaux cash flows parce que sur le mien j'ai un différé d'1 an. Donc pendant un an je paye 180 € par mois. Ouais, juste les intérêts. Les intérêts Enfin je rembourse le crédit conso que j'ai utilisé pour les meubles et l'assurance, les trucs comme ça. D'accord. Et après je paierai 500 et Lauriane elle paye, il n'y a pas de différé mais elle paye 400. Et en location saisonnière en Ile-de-France on fait au moins 1200, 1500, 1800. Donc ça fait 4 super belles, 4 super beaux biens, bien rentables, avec un beau cash flow. Là, il y a eu d'autres investissements par la suite ou maintenant quels sont les projets à moyen, à court, moyen terme ? Là on a eu... On a fait un compromis sur un local commercial, mais il y a pas mal de choses qu'on nous avait pas dit, qu'on se rend compte, donc je pense qu'on va le laisser tomber. Parce qu'il ne m'inspire pas trop confiance, j'ai une mauvaise intuition dessus. Et là, le projet, c'est de finir la mise en exploitation, faire tout bien optimiser pour que ça rapporte le plus possible. Et ensuite, on aimerait bien attaquer le volet immeuble. C'est ça. D'accord, donc après ça va être les immeubles. Ah oui, parce qu'on a... les appartements c'est bien beau, mais il faut quand même passer au level au-dessus. Donc là les immeubles c'est quoi, pour 2018, 202019 cette année 2018. 2018 cette année, oui, attends qu'à faire. On n'a pas le temps. Voilà, attends qu'à faire. Donc du coup, surtout que moi, j'aimerais bien quitter mon boulot l'année prochaine, en 2019. Mais justement, c'est une question où j'allais y venir. Le but de l'immobilier, c'est quoi pour vous ? C'est de vous constituer, pour une future retraite ou c'est vraiment à court terme, vous créez une indépendance financière ? C'est quoi vos objectifs ? C'est pour une future retraite, mais à très courte échéance. C'est une future retraite. Vous avez 27 ans chacun, vous avez ça ? Vous avez quel âge ? 27 ans. 27 ans chacun, donc c'est pour une retraite à 30-35 ans quoi. Plutôt 28 ans. Ah, plutôt 28 ans, d'accord. Voilà, c'est ça. Plutôt 28 ans. La retraite à 28 ans. Oui, on t'a pas beaucoup parlé de celle-là, dans le monde. Il y en a, ils viennent de finir leur diplôme. Non, mais bon. Mais c'est bien, voilà. Même si ça mettait. Même si c'est toujours plus long que ce qu'on imagine, mais même si c'était à 30 ans, ça va. Quoi. Et le but, c'est ça, quoi. C'est faire un bon revenu, faire en sorte que ce soit vraiment le plus passif possible pour pouvoir faire vraiment ce qu'on a envie, quoi. Parce qu'en fin de compte, tu peux pas être vraiment... libre géographiquement et financièrement parlant. Tu n'as même pas conscience exactement de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie si tu as toujours cette contrainte financière. Quand tu sais que voilà, ça c'est un truc auquel tu penses pas, tu peux être où tu veux, faire ce que tu veux, dans n'importe quel pays où tu vas aller, tu as suffisamment d'argent pour vivre. Là tu es vraiment libre d'aller découvrir, trouver ce qui t'inspire vraiment, quoi. Non, mais en tout cas, félicitations à tous les deux. Si cette vidéo peut vous donner à réfléchir, ou si Jules et Lauriane peuvent vous donner vraiment à réfléchir par rapport à leur profil. Voilà, il y a quelques années de ça, il y a 2 ans de ça, ils étaient peut-être comme vous, ils y connaissaient strictement rien en immobilier. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas 30 ans, qu'ils ont déjà envie ils ont 27 ans et leur objectif c'est de prendre leur retraite à 28 ans, enfin en tout cas avant 30 ans. Donc comme quoi avec l'immobilier, l'entrepreneuriat, tout est possible et tout surtout peut aller super vite. Donc voilà, si cette vidéo a pu vous donner à réfléchir, c'est vraiment, j'en serais ravi. Lauriane et Jules, est-ce que pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, mais qui hésitent un peu ou qui ont peur ou qui ont du mal à passer à l'action, quels conseils justement vous pourriez leur donner par rapport à votre parcours ? Premièrement, déjà, je pense... moi c'est un truc auquel je pense beaucoup ces derniers temps, mais vraiment, faut se focus sur un truc. C'est ça. C'est-à-dire que
si tu veux faire de l'immobilier, fais-le vraiment à fond, quoi. Ouais. Enfin, après, ça dépend, chacun doit faire un peu ce qu'il ressent. Ouais, S'il y a des gens, ils veulent juste acheter 1 ou 2 apparts en se disant, voilà, dans 20 ans, je serai propriétaire, ça me fera ma retraite. Ah, mais bien sûr, mais il n'y a pas si de... vraiment, bien sûr. ton but, c'est d'être dans l'immobilier pour, à 2-3 ans, ne plus avoir besoin de travailler et vivre que de l'immobilier, bah, mets-toi vraiment à fond dedans et te disperse pas avec dropshipping, le e-commerce, la bourse, le trading, le machin, parce que tu vas pas y arriver. Après, bah, bien se former. Les networking, c'est quelque chose qu'on peut négliger, mais nous, pour le coup, ça nous a vraiment aidé. Et c'est là où tu fais ton réseau. Hein. C'est ça. Ouais. Et même au-delà de... Même le réseau, des fois, quand on parle du réseau, on se dit, ouais, ça peut être bien, si j'ai un problème, je connais un tel, il peut me répondre. Mais c'est même pas ça, c'est juste côtoyer des gens qui sont dans la même dynamique, etc. Le même mindset, le même état d'esprit. Tu vas parler tu parles à tes parents, tu leur dis, ouais, bah là, on vient d'acheter 2 apparts, ils vont dire, mais vous êtes complètement fous. Et c'est bien d'avoir des gens à qui tu peux parler de ça et ils te disent, ah, seulement 2. Tu vois. Allez, faut enchaîner, qu'est-ce que tu fais? Parce que sinon, tu as toujours l'impression que tu fais des trucs qui sont pas normaux ou quoi. Et voilà, ça c'est vraiment bien. Y aller régulièrement, tu rencontres des gens, ça te remotive à chaque fois, c'est toujours agréable. Et ne pas hésiter à foncer. Hein. Voilà, faut avoir confiance en soi, faut pas se poser 10 000 questions, réfléchir pendant 10 000 ans. Et surtout faire ce que vous avez fait. Déjà, d'une part, vous former. Et une fois que vous êtes suffisamment formé par rapport au projet que vous voulez mettre en place, c'est implémenter, c'est passer à l'action. Et ça, le point numéro 2, bah, il est très très dur à mettre en place. Il y en a beaucoup qui hésitent, qui ont du mal, parce que ça fait peur, parce qu'il y a la critique, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais de toute façon, c'est en implémentant, c'est en passant à l'action que vous continuerez de vous former. Il ne faut pas attendre, vous aurez jamais toute la science infuse, vous aurez jamais toutes les connaissances. Et les connaissances, elles continueront à arriver justement en passant à l'action. Vous continuerez d'apprendre, vous ferez des erreurs, de ces erreurs, vous en apprendrez quelque chose. Mais si vous ne faites pas d'erreurs, ce sera formateur en tous les cas, faut passer à l'action. De toute façon, la connaissance théorique, c'est pas de la vraie connaissance. Oui, bien sûr. Genre, tu peux avoir toute la connaissance théorique que tu veux, alors que toutes les formations, les connaître sur le bout des doigts. Bien sûr. Si t'as rien fait, tu connais rien. C'est bien quand sûr. tu vas être dedans que tu vas vraiment connaître. La connaissance sans l'action n'est pas la connaissance. C'est ça. Tout ça résume tout ça, ça résume un peu cette vidéo. Mais en tout cas, moi je suis content de vous avoir pu vous témoigner le parcours de Lauriane et de Jules. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, surtout à la partager, à la véhiculer à votre famille, à des amis qui voudraient se lancer dans l'immobilier. Et moi je vous retrouve très rapidement, très prochainement pour de nouveaux témoignages et de nouvelles interviews. Bye bye, ciao. Ciao.